Hello tout le monde! Salut, Bonjour salut! tout le monde. On espère avec Virgile que vous allez bien, que vous passez une bonne matinée en ce mercredi. On est ravis avec Virgile de vous retrouver aujourd'hui. On va passer 45 minutes ensemble pour ce Maestrix. L'objectif, c'est un échange avec Virgile, c'est de revenir sur la négociation salariale en tant que product manager. Ce qui est important, il y a deux grands points, grosso modo, avant qu'on puisse rentrer. Le premier, c'est pourquoi est-ce qu'on a, avec Virgile, choisi ce sujet-là. Eh bien, c'est simplement parce que nos participants et nos alumni qui deviennent product managers se posent beaucoup ces questions-là, parce qu'il n'y a pas une seule réponse, parce qu'il n'y a pas qu'une seule voie non plus pour devenir product manager. Et donc, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de peur. Franchement, je pense qu'on peut dire ce mot peur sur la rémunération, sur comment se servir de ses expériences passées comme un vrai levier pour aussi mieux négocier son salaire, qu'est-ce qu'on peut prétendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas prétendre, etc. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec Virgile, pardon, qui est un vieil intervenant que je connais depuis 2019. Donc, je suis trop contente d'être avec toi. Aujourd'hui, j'ai du mal, dis-moi, à parler. Je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Et le deuxième point, et on venait de se le dire avec Virginia, c'est, s'il vous plaît, on veut que tout le monde ici présent, tous ceux qui nous écoutent, puissent poser vos questions. Personne ne repart avec une question non posée. Alors oui, vous allez me dire, bah oui, mais en fait, il n'y a que Virginie et moi, Joséphine, qui papotent. Mais non, vous avez le chat en bas de votre écran sur Livestorm. Posez toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais on essaiera de le faire un maximum. Et si on ne peut pas y répondre, de revenir vers vous dans la journée ou demain pour apporter un maximum de réponses. Donc ça, c'est très important pour nous que vous puissiez bien, pendant ces 45 minutes d'échange ensemble, poser toutes vos questions dans le chat. Voilà, un autre point qui est important, j'ai vu dans la liste des participants et là dans les personnes qui sont présentes, des alumni de Maria Schools, mais je vais vous expliquer, des alumni Maestro, des alumni de nos programmes, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Et puis pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, je voulais revenir aussi sur qui on était et ce que faisait Maestro, donc je vais vous partager mon écran. Vous allez voir dans quelques instants une superbe présentation pour vous expliquer justement un petit peu qui on est et ce qu'on fait. Donc, comme je vous le disais, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de revenir sur la négociation salariale en tant que product manager. Poser toutes vos questions dans le chat. C'est aussi comme ça, avec Virgile, qu'on va pouvoir adapter nos questions, savoir ce qui vous intéresse, savoir ce qui vous pose problème, savoir ce qui vous intrigue, savoir ce que vous n'avez pas réussi à craquer, pour que Virgile, avec son expérience, puisse vraiment vous partager ses points clés et sa vision. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Maestro, c'est une école de product management et de tech qui appartient au campus d'école Maria. Je ne vais pas vous faire tout l'historique de Maria et de ses écoles. Si jamais ça vous intrigue, allez regarder sur Internet et je serai ravie d'y répondre. Juste pour vous donner une mini info sur qui on aime chez Maria et ce campus. En fait, l'objectif du campus est de remettre l'apprentissage au cœur de notre vie professionnelle pour y être plus épanoui et pour booster notre employabilité à vie. Maestro est la deuxième école de ce campus, qui est vraiment une école focus sur le product management et la tech, avec plusieurs programmes différents. Quels que soient les programmes, un point qui est très important, qui se retrouve dans nos autres écoles aussi, mais qu'on ressent particulièrement chez Maestro aussi, c'est la partie, tous nos intervenants sont des experts terrain, donc des personnes qui viennent de startup scale-up, qui sont product managers, qui sont head of product, et qui vont venir vous partager leur vision de leur métier en fonction de leurs entreprises. Et ça, c'est super important pour aligner avec la réalité du métier et avec la réalité du marché. Et c'est aussi un métier qui est assez nouveau, qui évolue énormément. Donc, c'est super important d'avoir vraiment ce retour d'expert terrain. Le deuxième point, c'est la partie pratique. C'est que dans nos programmes, vous bossez, vous mettez les mains dans le cambouis, vous testez pour que le jour où vous devenez product manager, vous ayez toutes les infos clés pour vous lancer. Donc, beaucoup de mise en pratique. Je ne vais pas aujourd'hui vous détailler tous nos programmes parce qu'on n'est pas là pour ça, mais juste pour que ça puisse être un peu plus concret aussi de ce qu'on propose chez Maestro, je vous ai repartagé ici les différents programmes qu'on va avoir. Donc, on a à la fois du no-code, du produit responsable, une toolbox tech, et évidemment, la raison de pourquoi on est là aujourd'hui, quand je vous rappelais l'objectif d'aujourd'hui, le fait que beaucoup de nos participants et nos alumni nous questionnaient sur la rémunération, et c'est notamment nos alumni du bootcamp Product Manager, donc toutes les personnes qui ont envie de devenir Product Manager et qui sont majoritairement en reconversion, avec deux formats possibles, un en présentiel à Paris pendant 5 semaines et ensuite avec 2 semaines en ligne, et un deuxième format qui est plutôt sur 3 mois et demi, complètement en cours du soir en ligne, pour que vous puissiez le suivre quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes.
Si jamais ces programmes-là, ça vous intéresse, on serait ravis de pouvoir vous en dire plus et de pouvoir répondre à vos questions. Et quand je dis on, c'est on de Osvan qui est qui gère les admissions de nos programmes. Donc, je vous ai remis les liens en bas de la page et vous recevrez la présentation. Vous pourrez aussi voir comment le contacter et juste les dates pour vous donner un peu des billes si vous souhaitez participer aux prochaines promotions qui se remplissent super vite. La prochaine en présentiel démarre le 28 août. Et la prochaine en ligne, en cours du soir, démarre le 11 septembre. Donc, si vous êtes dans cette réflexion pour devenir product manager, dites donc, j'y arriverai jamais, mais parce qu'en interne, quand on gère nos programmes, on appelle ça des programmes managers, donc j'ai ce réflexe-là. Mais si vous voulez devenir product manager, ces bootcamps-là sont faits pour vous. Donc, n'hésitez pas à contacter Osvan ou moi si vous avez la moindre question. J'ai beaucoup parlé, j'ai oublié de me présenter en effet. Moi, je m'appelle Joséphine, je suis en charge de la pédagogie des écoles Maria, donc des 4 écoles, de l'école Lyon, de l'école Maestro, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui, du programme Hiro et Indigo. Lyon, c'est une école plus généraliste sur l'acculturation et l'initiation à certains métiers ou thématiques qu'on va retrouver liées au digital, beaucoup d'initiations. Maestro, vous le connaissez maintenant. Hiro, c'est l'école du storytelling. Et Indigo, c'est l'école de la RSE. Je ne rentre pas plus dans les détails pour pouvoir laisser la parole et échanger vraiment avec Virgile, mais comme ça vous donne quand même un petit peu une idée de là où vous êtes. Et nous, ce qui est important avec Virgile, c'est de savoir vous, qui vous êtes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Est-ce que vous êtes déjà product manager ou product owner? Est-ce que vous êtes en réflexion? Est-ce que vous êtes carrément, vous avez déjà engagé cette reconversion? Est-ce que vous êtes un autre métier? Qu'est-ce qui fait que vous êtes inscrit à cet event avec Virgile? Au-delà de Virgile qui est un intervenant waouh, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de vous retrouver? Et oui, Virgile, là, je suis en train de te mettre une petite pression. Je vois ça, je vois ça. Donc voilà, on vous invite à partager dans le chat qui vous êtes, à répondre aussi au sondage qui va apparaître pour que vous puissiez nous donner un max d'infos sur vous et sur qui vous êtes pour que nous, on puisse répondre au mieux avec Virginie. Je vais enfin arrêter mon partage d'écran, ça y est, et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Si jamais vous avez la moindre question, encore une fois, je l'ai répété, mais vous n'hésitez pas. Et on va pouvoir maintenant comprendre un petit peu plus et avoir un petit peu plus d'infos sur toi, Virgile, avant de revenir sur la négociation salariale pour les product managers. Ça y est, je l'ai bien dit cette fois. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit récap de toi, qui tu es et de ton parcours? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc moi, Virgile, donc moi j'ai bossé 11 ans dans les ressources humaines, donc dans des grands groupes. J'ai connu des grands groupes, j'ai connu un groupe taille moyenne, Criteo, si on veut dire taille moyenne, c'était à peu près 1200 à 3000 salariés pendant que j'étais là-bas pendant 3 ans. Où à la fin, j'étais DRH des équipes tech chez Criteo, dont les équipes produits. Et après, j'ai fait 2 ans en startup où j'étais DRH d'une startup qui s'appelle Comet pendant plus de 2 ans. Comet est une place de marché qui met en lien des entreprises avec des freelances dans la tech et donc des freelances produits. Et j'ai décidé de créer Figures il y a 2 ans et demi pour amener un outil qui permet aux entreprises de piloter leur politique de rémunération, et avec 2 parties, un volet données de marché. Donc c'est là où ça fait un peu le lien avec aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on agrège les données, on agrège les salaires de 1200 entreprises, on récupère toutes leurs données, on agrège ces données-là et en fait on leur restitue aux entreprises les données agrégées de combien vaut un data analyst, combien vaut un product manager senior à Paris dans une boîte tech, etc. Donc on a ces données-là. Et en plus, on a des entreprises à arrêter de gérer la politique de rémunération avec des suites sans fin de fichiers Excel, plus ou moins buggés, plus ou moins faux, plus ou moins à jour, et de les gérer dans un outil qui est un peu mieux qu'Excel, qui est beaucoup mieux qu'Excel. Et nous, notre mission là-dedans, hein, c'est d'aider les entreprises à prendre des décisions efficaces, donc moins d'Excel dans tous les sens, et juste. Parce qu'on pense qu'en fait, la plupart du temps, les entreprises sont pas forcément équitables au niveau du salaire. C'est pas souvent parce qu'elles ne veulent pas être équitables, parce qu'elles souvent elles sont pas bien outillées, elles connaissent pas bien les données de marché, elles savent pas comment prendre des décisions de salaire, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et donc le sujet de la négociation salariale, donc moi je l'ai connu en tant que candidate par le passé. Je l'ai connu en tant qu'RH, en ayant été de l'autre côté de la personne qui négocie les salaires ou pas avec les candidats, parce qu'on y reviendra. Moi, je suis pas très grand fan de la négociation, mais c'est une réalité de marché. Et maintenant, avec une vue sur qu'est-ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce que j'entends quand on parle à nos clients, qui sont que des DRH de 1200 entreprises, etc. Donc, et je rebondis sur le point qui était de poser des questions. Il y a soit dans le chat, soit dans la partie questions en bas à droite, pour rendre le truc assez interactif. On est ensemble, on est là pour comme la promo, comme le dit, on dit beaucoup chez Maria, etc. 0% bullshit.
Donc, posez vos questions. Je vous dirai si je peux pas y répondre, mais la plupart du temps, je tâcherai d'être le plus actionnable, clair, transparent possible. Trop bien. Et bravo pour tout ce que vous faites avec Figures. Franchement, c'est trop bien et ça nous permet en effet, en tant qu'entreprise comme en tant que particulier, d'avoir des vraies infos et peut-être de rendre ce sujet-là moins opaque. Et je pense que c'est un des gros problèmes aussi. Et je pense qu'on est mal armé en France parce que pareil, la négociation salariale, on en parle très très peu et c'est un peu un tabou. Est-ce Mmh. que avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vraiment de la négo ou de la non-négo, parce que toi tu dis que t'es pas trop fan, et particulièrement pour les métiers de product manager, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur toi depuis que tu as créé Figures, est-ce que tu as remarqué certaines tendances? Est-ce que tu as certains, tu vois, as certains chiffres ou certaines évolutions de ce qui se faisait, de ce qui est en train de changer un petit peu dans tout ce qui est salaire? Ouais, donc globalement, on en a créé figure au début un peu du boom, principalement en bossant avec des startups. Maintenant, on bosse plus que avec des startups, des boîtes aussi traditionnelles, des plus grands groupes. Mais on a créé au moment un peu du boom de niveau de financement, levée de fonds à gogo, etc. Ouais. Et donc, c'était une période où les salaires augmentaient de manière régulière. Même de trimestre en trimestre, les salaires augmentaient de manière régulière. Là, depuis un an, ça fait un tout petit peu plus d'un an qu'on voit le resserrement des levées de fonds pour ceux qui ont suivi. C'était fin Q1, un peu la fin de la récré 2022, en gros. Et ça, quand on zoome un peu sur les startups, mais c'est pas que, ça a impacté le monde de la tech, ça a impacté les boîtes cotées. Toutes les boîtes cotées en tech, quasiment, ont fait des plans de départ, hein, tout le monde. Les startups, beaucoup aussi, beaucoup vont pas forcément bien. Donc, ça a impacté le marché des salaires. Donc, ce qu'on voit sur la dernière année, c'est globalement, et là, beaucoup de gens se disent qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les salaires baissent, les salaires baissent pas, etc. Euh, et ce qui se passe, c'est globalement, en fait, les salaires dans les fonctions support, dans les fonctions commerciales stagnent, voire baissent. Mais même stagner, c'est une nouvelle parce qu'historiquement, les salaires de toutes les fonctions augmentaient trimestre après trimestre. Par contre, dans le monde de la tech, on voit que ça continue d'augmenter. Ça augmente plus aussi fort qu'avant, mais ça continue de légèrement augmenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un monde pénurique. Et même si le marché va un peu moins bien, c'est un monde pénurique, la tech, et des métiers, notamment les métiers du produit, sont des métiers pénuriques. Donc, ça va continuer à augmenter. Moi, le produit, je l'ai connu. Quand j'étais chez Criteo, c'était une des premières boîtes à l'époque, enfin, c'était vraiment une des premières grosses boîtes qui était en organisation produit. Donc là, je n'arrive même plus à savoir, c'est 2015 peut-être. Et en Ouais. fait, à l'époque, c'était beaucoup, ça venait des US, la culture produit versus le cycle en V de gestion de projet, etc. Donc à l'époque, et les product managers, tout le monde commençait à se mettre au produit. Et depuis, ça n'a pas changé. Plus en plus de boîtes qui se mettent à la gestion produit et moins en moins de talents et donc plus en plus de demandes. Donc les métiers du produit, même quand on zoome dans les métiers de la tech, les métiers du produit, comme d'autres métiers, par exemple certains métiers de la data engineer, etc., c'est des métiers sous tension. C'est des métiers sur lesquels les salaires vont continuer d'augmenter. Trop bien, bah, c'est une super bonne nouvelle pour toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, à mon avis, qui sont ravies d'apprendre ça. J'ai une question sur ce qui est plutôt, quel que soit son métier, hein, pas forcément que en tant que product manager, mais sur la négociation salariale, je pense que, comme ce que je disais tout à l'heure, hein, on n'est pas forcément tous bien formés là-dessus. Est-ce que toi, tu as un peu des conseils de comment l'amener, de comment le tourner et des choses un peu à mettre en place pour rendre ce moment, plus agréable pour nous, mais aussi plus efficace et que ça soit un win-win, quoi. Ouais, donc je vais faire ce préambule sur la négociation ou la non-négociation, et après on le mettra de côté sauf s'il y a des questions, mais c'est pas une norme que la négociation, c'est pas normal que la négociation soit une norme, d'essayer d'y arriver, c'est pas normal. Et en fait, la négociation, ça crée plein d'inégalités. Ça crée des biais de, est-ce que c'est normal que le salaire soit déterminé sur la base d'une négociation? Est-ce que la capacité à négocier doit impacter sur le salaire? Non, en théorie. On paye sur la base de la performance attendue ou de l'impact dans l'entreprise. Donc déjà, la négociation, c'est pas quelque chose, c'est communément accepté, alors que ça n'a aucun sens. On n'est pas censé récompenser les personnes qui négocient le mieux. Quelqu'un qui négocie le mieux en product manager, est-ce que c'est quelqu'un qui va mieux faire le boulot que quelqu'un qui a moins bien négocié? Non. Donc, c'est pas normal que ce soit le cas. Ça crée des inégalités, notamment les inégalités hommes-femmes. Il faut savoir qu'à poste égal, la principale source de la discrimination de salaire homme-femme, c'est souvent la place laissée à la négociation. En moyenne, les femmes négocient moins et à demande égale, elles obtiennent moins qu'elles demandent que les hommes. Et ça, c'est pas pour mettre la faute sur les femmes de manière générale, c'est la responsabilité des entreprises d'offrir des salaires équitables. Et en laissant trop de place à la négociation, on crée des inégalités. Donc, un monde idéal, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de négociation. Et c'est un monde idéal qui est pas que utopiste, parce que, par exemple, nous, c'est ce qu'on essaie de créer chez Figure. Nous, on a un package qu'on annonce au début, on fait une offre au candidat, on dit c'est l'offre que l'on va vous faire sur la base de ce qu'on peut vous offrir. Ça vous correspond pas, tant pis, on vous offrira pas plus. Et si vous espériez moins, tant mieux. Bonne nouvelle.
Donc, on a des entreprises comme ça, mais c'est pas la norme. On va revenir sur la norme du marché qui contient beaucoup de négociations. Mais je voulais juste faire ce préambule sur, c'est communément accepté que la négociation fait partie du processus d'embauche. C'est dommage parce que c'est pas un processus équitable du tout. Il y a d'autres façons de faire les choses, mais c'est aux entreprises de changer et c'est pas aux candidats de faire changer le monde de l'entreprise. C'est aux entreprises de changer. Après, on va revenir sur la réalité actuelle, le monde de la négociation et le fait que ça va évoluer aussi. Super clair. Et justement, une question que j'ai, avec toutes les entreprises que toi tu vois et toutes les entreprises dont vous avez les données chez Figures, est-ce que tu saurais un peu nous dire le pourcentage d'entreprises qui ont ces grilles qui permettent du coup de limiter les inégalités parce qu'en fait, tu es par grille, tu es par compétence, tu es par année d'expérience, tout ça, et donc c'est plus si tu as bien négocié ou pas. Et si oui, ensuite, il y a aussi cette question de, en fait, tu peux avoir une grille, mais si dans ta grille, tu as 25% plus ou moins, en fait, tu as des écarts qui sont monstres. Je sais pas si là-dessus, toi, tu as un avis et une vision sur ce sujet-là des grilles. Alors, les grilles, j'ai quelques stats sur le degré de transparence. Quelles boîtes sont transparentes sur leurs grilles que je pourrais aller chercher. En plus, je regarde ça en ce moment. Donc, sur nos 1200 clients, on en a 700 qui nous ont répondu à une enquête de quel point ils sont transparents. Sur les grilles et sur les salaires individuels d'ailleurs. Donc, j'ai le pourcentage de boîtes qui sont comme nous. Nous, on est transparents sur les salaires individuels, mais encore une fois, on n'est pas la norme. C'est-à-dire que nous, ces figures, tout le monde sait qui gagne combien, notamment moi. Et ce qui est trop On n'est bien. pas la norme. Ce qui est une des façons, on l'a prouvé, de réduire les inégalités. Hein. Nous, on a fait une enquête sur nos 700 boîtes à qui on a posé la question. Quand on prend que celles qui sont complètement transparentes sur les salaires, il y a 0% d'écart de salaire homme-femme à poste égal. Quand on prend celles qui ne sont pas transparentes, il y en a 4%. Pour revenir à ta question, j'ai pas de chiffre sur combien des grilles de salaire, mais en gros, c'est inévitable à une certaine taille de boîte quasiment. À partir du moment où on commence à passer les 100, 150, 200, 300 employés, quasiment toutes les boîtes ont des grilles de salaire. Et donc, avec des fourchettes de salaire applicables, une grille de salaire, c'est des métiers, des niveaux de seniorité qui dit, product manager au niveau junior, nous, la fourchette de salaire, c'est 38 à 45. Et donc, parfois, elles sont plus ou moins larges, parfois, elles sont plus ou moins étroites, mais quasiment toutes ces entreprises ont ça. Et c'est ce qui guide si on regarde l'envers du décor, c'est ce qui guide, quand elles en ont, leurs décisions autour de la rémunération. On va dire, OK, voilà les fourchettes que j'ai. Et souvent, parce qu'on revient sur ce monde-là, souvent, c'est à part de la négociation, on va dire, on va rencontrer Joséphine. Joséphine, tu veux combien Ouais. en salaire? Et on va voir si ça correspond à nos fourchettes. Ou pire, et on va revenir dessus dans les premiers conseils actionnables, on va dire, Joséphine, combien tu gagnes actuellement? Ce qui est, et ça, c'est le premier conseil actionnable, il n'y a aucune raison, valable pour une entreprise de demander le salaire actuel d'une personne. Aucune. Mais quand on nous demande qu'est-ce qu'on, tu vois, en fait, c'est que le candidat, quand on lui dit, OK, dis-moi aujourd'hui combien t'es payé, combien tu veux. Et moi, c'est un truc que justement, on avait beaucoup dit de surtout, faut jamais être la première personne qui dit sa fourchette, qui dit son, tu vois, mais en fait, quand on te pose la question en tant que candidat, c'est super dur de dire, non, je répondrai pas. Et comment? Non, tu veux dire, en fait, je sais pas pourquoi c'est important pour vous de savoir le salaire actuel. Je peux vous parler de mes prétentions et de ce que je pense que vouloir avoir en termes de poste, etc. Et si la personne insiste sur, oui, mais on veut connaître votre salaire actuel, dites, pourquoi? Okay. Et normalement, il n'y a aucune raison valable. L'entreprise, alors, si on fait le jeu de rôle, la personne peut dire, pour savoir si ce que vous rentrez dans nos fourchettes attendues, oui, dans ce cas-là, demandez-moi vos prétentions. Demandez-moi si vos prétentions rentrent dans votre budget, pas mon salaire actuel, ça n'a rien à voir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si on a ces inégalités de salaire, hommes-femmes, mais pas que. Si déjà les gens, ils sont dans une entreprise, ils sont sous-payés comparé à leurs collègues masculins ou pas, et qu'en plus, au moment où ils changent d'entreprise, ils se retrouvent pénalisés par le fait qu'ils aient un bas salaire dans l'entreprise actuelle, c'est affreux. Parce que pourquoi les entreprises le demandent? Parce que la règle un peu non dite quand du côté RH recrutement, c'est de dire une personne va souvent accepter une offre à 5 ou 10% au-dessus de son salaire. Donc si moi j'avais ma fourchette de salaire, c'était que je peux payer entre 40 et 45. La personne me dit qu'elle gagne 34. Je me dis peut-être que je peux lui faire une offre à 37. En fait, elle va accepter parce que je sais qu'elle sera 10% de plus de ce qu'elle gagne. Donc j'étais prêt à aller au-dessus, mais je vais me servir de cette information contre le candidat ou la candidate. Super clair. Et il y a des bonnes questions et du coup, je me dis, est-ce qu'on rentrerait pas maintenant dans le cas particulier des product managers où en fait, ce qui est remarqué, et parce que tu le disais aussi, c'est un métier qui est assez nouveau. Il n'y a pas de voie royale pour le devenir. Il y a beaucoup de personnes en reconversion qui ont eu pas mal d'expériences, qui touchaient plus ou moins au produit ou dans certaines boîtes, c'était pas forcément appelé être product manager, être product owner, mais en fait, c'était très, très, très proche. Du coup, dans ces métiers-là, comment est-ce qu'on fait pour se servir de ces expériences, pour justifier d'un salaire et tu vois, qu'est-ce que là-dessus tu peux, toi, nous partager?
Ouais, c'est super intéressant. En fait, et puis il y a eu des questions dans le chat sur ce sujet de reconversion. Je viens pas du monde du produit, mais je postule un rôle de produit. On a quelqu'un qui disait qu'il avait 10-15 ans d'expérience dans le marketing. Et si on fait le petit jeu de rôle, Joséphine, moi je disais, OK, ben, tu postules à un job, et je vais dire, bah, OK, ouais, mais vous n'avez pas de monde de produit, vous n'avez pas d'expérience produit, en fait, Joséphine, donc on va te mettre tout en bas de la grille du niveau junior, junior product owner, junior product manager, on t'offre 39 000 euros, Joséphine. Parce qu'en fait, tu n'as pas d'expérience produit. Et là, comment tu te débats face à ça? On tente, vas-y, Joséphine, comment tu te débats? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Ça, Virgile, tu me prends de court. Non, mais je vois ce que tu En fait, pourrais répondre. ce que je me dirais, c'est que normalement, il faut être d'autant plus préparé quand on sait qu'on est en reconversion et il faut vraiment avoir mis en avant dans ses expériences passées les compétences clés qui sont attendues et les expériences qui vont prouver qu'en fait, oui, j'avais pas le titre, mais j'avais fait des user stories, j'avais bossé avec les devs, j'avais fait ci, j'avais fait ça, quoi. Bah, exactement. En fait, là, il faut déplacer la conversation de l'expérience en tant que product et l'amener sur les compétences. Et c'est Ouais, ça la clé de la reconversion. Et en fait, elle est plus simple dans les métiers qui sont moins de couches techniques. Et le produit, c'est beaucoup de soft skills, donc ouais. de compétences, de communication, etc. Et dire, en fait, oui, j'ai pas d'expérience produit, mais quand je prends les compétences que vous avez listées dans le rôle, et si on n'a pas listé dans le rôle, c'est là qu'on revient sur ce que tu as dit, qui va être un des conseils clés, la préparation, on va y revenir plusieurs fois. Bah, moi, je pense que sur un métier de produit, soit ce que vous avez listé dans le rôle, soit ce que je trouve sur Internet, dans les belles boîtes, Scalist, etc., il y a 8 compétences clés. Il y en a une, c'est la communication. Bah, en fait, moi, dans mes derniers rôles, la communication inter-équipe, c'est des choses que j'ai fait. Le pilotage de produits, le suivi des tâches, etc., bah, en fait, moi, dans tel rôle-là, c'est quelque chose que j'ai fait. La communication avec les utilisateurs finaux, en fait, c'est de découper le rôle en sous-parties, en compétences, et d'aller montrer pourquoi dans vos expériences passées, vous avez à chaque fois correspondu à ces compétences. Et dire, en gros, vous me dites que je suis pas quelqu'un qui sort d'école, qui n'a rien fait, et que je suis donc tout en bas de la fourchette. Plein de ces compétences-là, je les ai pas démontrées. Donc oui, peut-être qu'il me manque. Oui, peut-être que j'ai pas encore fait user story. Mais par ailleurs, alors peut-être que j'en ai fait parce que je viens de faire une formation chez Maestro pour apprendre à le faire. Formation, je dirais. Voilà. Mais en fait, même dire, voilà ce que j'ai pas fait. Mais ça, c'est des choses que je peux apprendre assez facilement. C'est de la technique. Par contre, communiquer avec des équipes variées, piloter des projets, parler à des clients, euh, arriver à faire d'un reporting régulier, comprendre les chiffres, ça c'est des choses que j'ai fait. Il y avait quelqu'un, je crois que c'est dans l'expérience business ou marketing, on pourra reprendre des questions. Arriver à faire le lien, ça je l'ai fait dans tel contexte, pendant telle date. Ça je l'ai fait, donc non, je m'estime pas, oui, je suis junior dans la fonction de product management, mais quand on arrive au niveau de la compétence et qu'on revient aux compétences clés, j'ai démontré telle compétence, comme ça, j'ai démontré telle compétence, et donc je peux pas être comparé à quelqu'un qui vient d'arriver sur le monde du travail. Ouais. C'est vraiment, vraiment super important. Et c'est justement une des questions que Bastien posait, qui est très vrai, qui est de dire, bon, ok, j'ai des expériences passées, donc je suis pas vraiment junior, mais comment réussir à se Mm. placer et à savoir si tu es intermédiaire, confirmé, senior ou junior, mais un peu plus. Comme tu n'as pas fait ou concrètement, ou comme c'est attendu, entre guillemets, ou que tu n'as pas eu ce titre-là, comment est-ce que tu arrives à jauger où est-ce que tu peux être placé? Ouais, bah alors c'est très bien. Et je crois qu'il y avait une question de Bastien là-dedans. Il disait comment on justifie qu'un. Alors, comment tu justifies? Je vais partir de la question de Bastien pour finir par ta question, qui est en ton point de vue candidat. En gros, comment est-ce qu'une entreprise justifie qu'un profil est junior confirmé senior? Et chacune a ses critères, il n'y a pas de tendance de marché, mis à part potentiellement le nombre d'années d'expérience. Alors, je pense qu'il y a une convergence vers des critères un peu communs. La plupart des gens qui définissent des grilles ou définissent des compétences associées. Qu'est-ce que j'attends d'un product manager junior, Ouais. confirmé, senior, etc. C'est quoi les compétences, etc. Il y a notamment un site que plus en plus d'entreprises utilisent. Moi, j'ai fait des missions d'accompagnement de définition de grilles de salaire dans des entreprises pour les aider à savoir ce qu'ils doivent attendre d'un product manager junior confirmé, etc. Et la Bible dedans, qui vous sera utile en termes de préparation, c'est ce site si vous ne connaissez pas. Je le mets dans le chat. Vraiment, j'arrive à parler, à mettre les choses dans le chat, une polyvalence incroyable. Là-dessus, C'était génial. sur Progression, blague à part, progression.fyi, vous avez filtré par produit et vous allez avoir, je crois, 77 entreprises. Non, non, il y en a 8 entreprises qui ont partagé, 77 en tout, mais 8 entreprises. Vous allez avoir les Progression Framework, or Leveling Framework, c'est-à-dire la structuration des niveaux de seniorité de grandes entreprises au niveau produit. Et donc ça, vous pouvez aller vous en servir. Donc ça, vous voulez vous en servir comment? Parce que si l'entreprise va vous expliquer, OK, moi je vous juge plutôt comme un junior, c'est comment est-ce que vous avez votre référentiel de compétences? C'est quoi les compétences attendues d'un junior? Moi, je vais vous montrer que je pense que sur la majorité des compétences, je suis au moins au niveau intermédiaire. Et c'est dire, on n'en a pas vraiment, donc vous avez juste pas beaucoup d'expérience en produit, donc on vous met en junior. Dire, bah non, mais moi je suis allé voir. Par exemple, le framework que j'aime le plus de mémoire, c'est Monzo sur les équipes produits, que j'aime beaucoup.
Et vous allez voir, je dis, bah, je suis allé voir le framework de Monzo, qui est une belle boîte, qui a publié son framework de produits, etc. Et ben en fait, d'après le framework de Monzo, ce qu'on attend d'un product manager au niveau intermédiaire, c'est ça, ça, ça. Et en fait, ça, encore une fois, je l'ai démontré dans mes expériences d'avant. Donc, je suis pas sûr que me dire que je sois junior, c'est quelque chose de mérité. Je pense qu'il manque une surcouche peut-être technique de deux, trois trucs, la connaissance de votre contexte, de votre monde. Mais non, je suis pas junior. Et donc, c'est ça la préparation. Il y a la préparation surtout si on est en reconversion, la règle clé, ne pas laisser la discussion sur le titre de poste, mais descendre au niveau de la compétence et montrer que dans les compétences, vous les avez eues par le passé. Et c'est là que dans le métier de produit, c'est beau parce que c'est beaucoup de soft skills. Ouais. Quand on est dans des métiers de dev, si je fais une reconversion en data engineer, je vais expliquer à la personne que j'ai beaucoup de communication, que j'ai beaucoup fait de ça, etc. Ça va pas passer. En produit, c'est beaucoup de soft skills, de la communication, ces choses-là qui vont passer, sur lesquelles on peut démontrer qu'on les a eues par le passé. Super clair. Et oui, c'est vrai que ce qui est assez difficile aussi, c'est qu'il y a pas mal de boîtes quand on candidate qui arrivent même pas en fait à passer le screening parce que sur leur CV il n'y a pas écrit PO, il n'y a pas écrit PM. Mais bon, c'est tout un autre sujet. Mais là aussi, je trouve que ça c'est à creuser parce qu'en fait il y a pas, il y a plein de métiers qui vont faire que tu vas être un trop bon PM. Il y a plein de compétences clés. Il y en a qui vont être plutôt, qui vont se spécialiser plutôt en data. Il y en a qui, il y a plein de profils différents aussi des PM. Et c'est ça qui est un peu dur, c'est de savoir comment se placer. Est-ce que toi, avec Figures, tu sais à peu près les fourchettes qu'il y a dans un PM junior, un PM middle confirmé intermédiaire et un PM senior? Alors Est-ce que ça dépend pas mal. Ouais, ça dépend pas mal du contexte, de l'entreprise, du secteur, du niveau de financement, etc. Donc il y a vraiment d'énormes variations. Ce qui est intéressant, c'est que globalement, ce qu'on voit dans les métiers de genre quand on compare les métiers du product owner avec PM, les fourchettes d'entrée sont souvent assez les mêmes. C'est juste que les PM en moyenne et surtout dans les niveaux de seniorité plus élevés sont plus payés que les niveaux product owner. Par exemple, quand on regarde nous dans nos données, encore une fois, j'agrège des données de plusieurs industries, etc. Donc c'est pas les données filtrées. Si on regarde au niveau senior, on voit que les product owners, ça va de 50 000, un peu moins en dessous de 50 000 au niveau senior product owner, ça va de 52 000 jusqu'à potentiellement 70, 75 000. Alors des product managers au niveau senior, ça va de 55 à, je crois que on a même jusqu'à 90, 95 k. Donc la fourchette haute au énorme. niveau senior monte le gap. Mais dans les premiers niveaux, il n'y a pas d'énorme différence. On voit globalement des fourchettes qui vont de 36, 37 jusqu'à 52, 53, 54 et même plus en PM au niveau junior. Parce qu'en PM, c'est pareil, on peut aller même sur des product managers juniors, on a des données qui vont jusqu'à 57, 58 k. Et donc après, en intermédiaire, on est à peu près de 47 et c'est là où on a des fourchettes énormes. Sur le marché, on voit commencer à 47 k au niveau intermédiaire, donc confirmé. C'est à peu près la norme. Parfois, ça peut en dessous. Et après, on peut aller jusqu'à du 65, 70 k en niveau intermédiaire. Sachant que nous, on a beaucoup de données de boîtes de la tech, de product Ouais. managers, de beaucoup de boîtes de tech, etc. Donc, faire attention parce que dans d'autres industries, dans d'autres domaines, ça peut être moins, ça peut être différent. Mais globalement, sur le métier du produit, c'est les boîtes qui passent en mode produit, c'est souvent des boîtes quand même. C'est moins en moins vrai, j'allais dire un peu à la pointe, c'est un peu moins en moins vrai, parce que ça se démocratise, mais c'est souvent des boîtes un peu plus avancées et souvent un peu tech ou un peu de culture tech. Trop bien. Et merci pour cette réponse, Virgile. Je vais reprendre la question de Joyce aussi qui disait, et ce qui est vrai, on a pas mal parlé et j'ai pas mal posé des questions sur quand on est en processus de recrutement et donc quand on arrive à cette partie, on demande, mais est-ce que toi, tu as des conseils ou des remarques quand on est déjà en poste et qu'on est en reconversion dans cette entreprise et qu'on change de boulot dans cette entreprise, de comment justifier d'un salaire différent justement aussi parce que les PM et le salaire des PM n'est pas forcément le même que quand tu as fait un métier différent. Quoi. Je sais pas si ma Donc, question est claire. ouais, mais en fait, je pense qu'il y a 2 points dans ta question. Il y a 2 points dans ta question. C'est un, comment en gros on justifie d'une augmentation de salaire, d'un changement de salaire quand on est en reconversion, et après comment on justifie une augmentation de salaire de manière générale, qui est un peu plus vaste. Quand on est en reconversion, en fait, c'est le même sujet. C'est dire, OK, je suis en reconversion, j'aimerais aller dans ce poste-là. Et c'est souvent l'entreprise va dire, ouais, mais tu n'y es pas encore. Donc, c'est dire, OK. Et souvent, il faut être prêt, je pense, à dire, potentiellement faire un mouvement latéral, etc. Mais quand même d'engager l'entreprise si on est d'accord que vous me donnez ma chance, je suis dans une reconversion, je prends ce poste-là, donc je suis OK pour potentiellement être un peu bas dans la fourchette, ou un peu plus bas dans les données de marché. Mais par contre, on est d'accord qu'après, la progression va être rattrapée dans les mois, années à venir, si je démontre que si j'acquiers cette surcouche nécessaire pour être performant,
sur la base de la performance, vous allez me récompenser par la suite. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'ensuite, une fois qu'on est dans l'entreprise, c'est beaucoup axer ça sur la performance. Et beaucoup Ouais. axer ça sur l'impact qu'on a eu, etc. Ok, et donc sur la partie, quand on cherche enfin, simplement, c'est pas simple, rien n'est simple dans l'ego, mais quand on cherche à être augmenté et qu'on est en poste, je suppose que c'est aussi ce que tu dis dans la fin de ta phrase là, c'est vraiment axer énormément sur les résultats, quoi. Ouais, c'est en fait, ça va être, c'est là, on revient sur la préparation. Tout à l'heure, on a dit préparation dans le cadre de candidature sur qu'est-ce qui est attendu d'un PM, quelles sont les compétences. Et je repensais tout à l'heure, je parlais de Monzo, mais il y a de mémoire celui d'Intercom, le modèle de leveling, de progression dans les métiers produits d'Intercom, il est canon, je pense aussi. J'ai repensé. Donc, on prépare là-dessus et ensuite, on prépare le maximum de données de marché. De dire, en fait, on va amener des documents, on va essayer de factualiser la discussion autour de données qui vont, et moi je vous le dis en donnant l'envers du décor, c'est-à-dire que ce que j'ai vu, moi, des gens qui étaient mieux préparés, dans les données qui vont dans l'autre sens. Vous arrivez à un sujet, dire, bah, en fait, moi je suis payé tant, de ce que je vois sur les données de marché, quand je vais voir soit des autres offres d'emploi qui commencent à être de plus en plus transparentes, on pourrait y revenir, quand je vois des enquêtes de cabinets de recrutement, quand je vois les données que j'ai vues là et là. Il y avait une enquête faite récemment sur le métier du produit, je sais plus par qui. Prenez les données de marché et dire, bah, moi, j'ai l'impression que quelqu'un en mon poste, dans cette enquête-là, j'ai l'impression que ça vaut plus 48 000, alors que moi, je suis à 42 000. Je trouve qu'il y a un gap avec ma valeur marché. De plus, on a parlé de ma performance ces derniers mois, on a fait le point, on m'a dit que j'étais performant ou surperformant. La combinaison des deux facteurs, j'ai l'impression que je suis pas payé au marché et que je suis performant. Bah, je m'attends à ce que ces écarts soient un peu corrigés. La valorisation de ma performance et la valorisation de ma valeur marché. Et donc, ça, il faut arriver avec des points de données. Ouais. En fait, il faut arriver avec des points de données. Et ce qui est dur, c'est d'arriver en disant, je veux être augmenté, je mérite 15%. Ça peut tout de suite rentrer dans une forme de crispation. En arrivant de manière vachement factuelle en disant, bah voilà, moi, les points de données que j'ai. Maintenant, si vous voulez m'expliquer que je dois pas être augmenté ou très peu ou pas autant que ce que je pense que je devrais, enfin, quelles sont les données que vous justifiez, vous utilisez pour justifier ça? Et donc, ça, en fait, c'est factualiser la discussion, arriver préparé, la jouer très factuelle et souvent, et ça, c'est un autre conseil qui vaut en tant que candidat, candidate, comme employé, c'est de responsabiliser l'entreprise dans la détermination des salaires. C'est à vous de m'expliquer. Mm. Alors, en tant que candidate, comment vous allez m'offrir un salaire qui est équitable par rapport au marché, par rapport aux personnes en interne, et dans le cadre des augmentations. Et à vous de m'expliquer comment vous déterminez et vous assurer que les augmentations sont équitables par rapport à ma valeur marché, mon niveau de performance, etc. Responsabiliser l'entreprise, forcez-les à vous expliquer comment eux, ils pensent être équitables. Et en fait, ça renverse un peu le paradigme de ah, c'est une négociation de salaire où en fait je vais demander quelque chose et on va voir si je peux l'obtenir et je responsabilise l'entreprise sur me montrer qu'elle sait être équitable. Et ça, c'est de plus en plus un enjeu en fait. Notamment dans Ouais. les marchés pénuriques, les entreprises doivent montrer qu'elles sont équitables. Et il y a aussi un sujet, tu vois, on l'a un peu abordé au début quand tu disais que dernièrement, pardon, ces derniers mois, il y a eu pas mal de plans, pas mal d'entreprises qui frisent les recrutements aussi, parce que bah, toute cette panique aussi qui vient aux États-Unis, ça a été beaucoup remarqué, il y a eu beaucoup de licenciements aussi, ils ont tout frisé, et on sent les répercussions, et la France suit un peu ce mouvement-là, même si tu le disais, et il y a eu un article, une newsletter qui est sorti pas longtemps en disant qu'il y avait plein de nouveaux emplois, il y a plein de recrutements aussi, donc Mmh. pas non plus paniquer, mais en échangeant avec pas mal de participants, beaucoup d'entreprises aussi leur disent bah ouais mais nous on peut pas se permettre, financièrement l'entreprise va pas, nous on n'est pas comme des scale-up, Mmh. etc. Et donc ils justifient le non alignement des salaires par l'entreprise et nous notre secteur est différent, la taille est différente et donc on peut pas se permettre ça là-dessus. Ouais, mais ça, c'est un super point. Donc déjà, encore une fois, on factualise. Donc là, c'est bien. On est dans le schéma de pousser l'entreprise à expliquer ses décisions. Et quand elle arrive, il dit on n'a pas d'argent. C'est ah bon, mais il y a pas un budget alloué aux augmentations de salaire, de combien est le budget moyen, etc. Ah, si la personne nous explique qu'en fait, il y a 4-5% de budget alloué au montant de salaire, mais qu'on m'explique qu'on peut pas m'augmenter, pourquoi? Et après, si l'entreprise dit, bah, en fait, j'ai pas de budget, personne n'a augmenté. Ouais, j'ai pas de recette miracle. Je suis désolé si on a survendu le webinaire, j'ai pas de recette miracle pour qu'une entreprise qui a pas de budget et qui augmente personne va vous augmenter. Et c'est là où on arrive dans la triste réalité qui est, en moyenne, les gens qui changent d'entreprise sont augmentés 2 fois plus que les gens qui restent dans l'entreprise. Donc en fait, Ouais. c'est mécanique dans toutes les années, dans tous les environnements. Souvent, malheureusement, et on va pas forcément rentrer dans le pourquoi maintenant, mais c'est pas souvent, c'est la majorité du temps. Pour augmenter, en moyenne, pour augmenter son salaire, il vaut mieux changer d'entreprise, on sera augmenté 2 fois plus que dans la salaire actuelle. Et Ce donc, qui si l'entreprise n'a pas de moyens, n'a pas de budget, oui, j'ai pas de méthode, n'augmente personne, j'ai pas de méthode magique pour qu'elle vous augmente. Et donc, c'est la triste réalité de dire, bah ouais, en fait, si je suis désaligné par rapport à ma valeur marché, ben, je vais peut-être commencer à regarder ailleurs.
Ouais. Où je valorise le fait de prendre de l'expérience dans cette entreprise-là. Peut-être que c'est de l'investissement en temps. Il y a quand même des entreprises où, sur un projet, sur un poste, pour plein de raisons, c'est de la valorisation, c'est de l'investissement, en fait. Investir votre temps, dire, OK, je suis pas augmenté, mais je suis quand même dans un rôle où j'apprends beaucoup, qui est vachement vendable, que je vais pouvoir vendre, par ailleurs très bien à mes futurs employeurs. Et en fait, je vais continuer sur ce rôle-là parce que je sais que demain, cette expérience-là, elle va être vachement valorisée par mes futurs employeurs. Et ça, Ouais. c'est un point important que les gens oublient des fois, en fait. Et surtout, quand je regardais le sondage qui avait eu lieu en début de webinaire, je vois qu'il y a une majorité de gens en reconversion ou en junior ou post-junior ou confirmé. Et je veux pas jouer le jeu de l'employeur quand je dis ça, hein. Vraiment, j'essaie d'être no bullshit, mais il faut faire attention des fois pour aller se battre pour des pouillèmes d'augmentation. Moi, je vois des gens qui rentrent dans un conflit pour se dire, en fait, plutôt que d'avoir 4% d'augmentation, je vais avoir 5, 1% sur un salaire à 50 000 euros, ben, ça fait pas beaucoup à la fin de l'année après emploi, après taxe. Et des fois, il vaut mieux se dire, OK, je vais prendre le plus que j'ai à faire et je vais rester dans ce poste-là parce qu'en fait, il y a certains postes, certaines entreprises, certains contextes qui, en restant un an de plus, même en n'ayant pas ce pourcentage d'augmentation, vont vous permettre d'avoir 10% de plus dans votre prochain poste. Parce que la valorisation de cette expérience, elle est énorme. Et donc, des fois, surtout en début de carrière, c'est facile à dire, hein, mais je pense qu'il vaut mieux privilégier des postes sur lesquels vous allez beaucoup apprendre, qui vont être très vendables, plutôt que des augmentations. 5% d'augmentation en début de carrière, enfin, je veux dire 2, 3, 4% d'augmentation en début de carrière, ça fait pas beaucoup la différence. Par contre, une superbe expérience qui derrière est super vendable et vous permet d'avoir des postes qui vont vous permettre d'avoir 10, 15, 20% demain à des salaires plus élevés, c'est super, super important. Donc, je suis pas en train de vous dire allez bosser pour le SMIC en product et allez vous faire exploiter par les entreprises, mais je suis en train de remettre ce contexte que j'ai vu trop de candidats juniors se battre pour les mauvaises raisons, alors que j'en ai vu d'autres juste me dire ok, je fais 1 ou 2 ans là. Je pourrais gagner 1000, 2000, 3000, 4000 euros de plus ailleurs, mais je préfère faire 2 ans ici et utiliser cette expérience, ce contexte-là, pour demain, en fait, aller gagner 10, 15 4 plus parce qu'elle sera super bien revendable. Bah, surtout comme ce que tu dis, qui est de un, quand l'expérience vaut bien plus que le titre, et de deux, de dire aussi, en fait, pour avoir une vraie différence dans son salaire, comme ce que disait Joy, c'est super triste, mais en fait, il faut aussi changer de boîte. Du coup, en fait, il vaut mieux apprendre un max avant de changer et ensuite faire un vrai gap, puisque de toutes les façons, chaque année, l'augmentation, elle va pas être forcément énorme. J'ai une question de Stéphane qui, je pense, va être super dur à répondre. Je préfère te prévenir, Virgile, parce que je suppose que ça va dépendre des boîtes et des compétences qu'ils ont associées aux grilles. Mais Stéphane demande qu'est-ce qui différencie un junior à 38K vs un junior toujours, mais dans la haute fourchette à 45K. Et j'ai même cliqué sur le petit bouton là. C'est une bonne question, mais en effet, c'est super difficile. Ça dépend pas mal du contexte. Est-ce que c'est au sein de la même entreprise ou au sein des entreprises? Il y a des entreprises qui ont des politiques de rémunération différentes. C'est quoi une philosophie de rémunération? Il y a des entreprises qui vont dire, mais on va payer au marché. D'autres qui vont dire, nous, on va payer au top du marché. Nous, on va payer au marché pour la plupart des rôles, mais au 70e, 80e percentile pour les rôles tech parce qu'ils sont vachement clés. Donc déjà, il y a la philosophie de rémunération d'entreprise qui va jouer sur les salaires qu'ils offrent. Après, si au sein de la même entreprise, souvent, c'est des fourchettes, comme je l'ai dit. Et souvent, la fourchette de salaire, c'est un minimum, un maximum. L'entreprise va tendance à placer en bas de la fourchette les gens qui débutent sur le rôle, sur lesquels on pense qu'ils vont devoir monter en compétence. Et sur le haut de la fourchette, les gens qui sont en maîtrise du poste et prêts normalement à passer au niveau supérieur. C'est comme ça que ça marche sur l'envers du décor. Après, il y a la question philosophique de qu'est-ce qui différencie un junior à 38 à 45K. Le junior de 45K, il fait pas 2 centimètres de plus, il va pas 10% plus vite dans son travail, il n'arrive pas avec en augmenté. C'est vachement différent d'un contexte à l'autre. Il n'y a pas de différence absolue comme ça. Et je vais poser une question qui nous fait un petit peu machine arrière, mais que moi, je trouve personnellement assez intéressante. Aujourd'hui, on est là pour vraiment parler de la négociation des salaires ou des salaires, sans forcément avoir la partie négociation s'il y a des grilles, en tant que PM. Est-ce que il y a des conseils qui sont différents de certains conseils que tu appliquerais pour d'autres métiers dans cette partie salaire? Sur les PM spécifiquement? Ouais. Si Bah, c'est que tu poses l'expérience à transposer, qui est la partie peut-être un peu plus... ouais, bah, sur les reconversions, je pense que c'est là où c'est plus facile d'utiliser les soft skills passés. Donc ça, c'est une vraie différence dans d'autres métiers en reconversion où c'est moins vrai, en fait. Et notamment, en fait, les bootcamps, ceux qui sortent de reconversion en tech pure, c'est quand même plus difficile d'aller expliquer que c'est jouable sur une partie des compétences, la communication, la maturité, le degré d'autonomie, etc. Mais de dire, en fait, ouais, avant, j'étais DRH, je suis devenu tech, mais ouais, c'est la DRH, ça m'a pas beaucoup aidé à apprendre le Python, quoi.
Et par contre, product, c'est vraiment tout l'opposé. Il y a plein de rôles et de soft skills qui s'y retranscrivent. Après, non. Ce que je dirais par contre en conseil, c'est qu'il y a plein de nouveaux. En fait, il y a toujours les nouveaux métiers qui deviennent hot et chaud et demandé. C'est toujours les endroits. En gros, si vous voulez, si l'objectif c'est de faire une carrière et de gagner pas mal de sous, c'est de se spécialiser dans les nouveaux métiers de UX researcher, par exemple. Ça va être un métier qui a de plus en plus d'entreprises qui se disent, ah, ça vaut le coup d'avoir quelqu'un full-time, expert de la research. Les métiers du design, à un moment donné, ont commencé à bien flamber. Maintenant, il y a le nouveau métier de product operations, qui est un métier qui vient des US et qui est de plus en plus demandé. Et il y a peu de boîtes qui l'ont, il y a peu de personnes qui l'ont fait. Ou product data analyst. Donc, c'est-à-dire des gens spécialisés dans l'analyse de données de produits, l'analyse d'activation, d'onboarding. Donc, c'est d'avoir des capacités de data analyst, mais vraiment spécifiquement dans la compréhension, l'interprétation et l'utilisation des données produits. Se spécialiser dans des métiers comme ça, qui parlent purement salaire, c'est probablement un excellent pari vu la spécialisation du métier qui est en cours. Comme dans tous les secteurs, en fait. Comme à une époque, on était dev, puis après on était un peu dev front, dev back, puis après il y a commencé à avoir des frameworks. Bah là, en produit, c'est product manager qui fait peut-être un peu de design, un peu de research, etc. Et les boîtes les plus matures se disent, bah non, on va prendre des experts de la user research, des experts du design, des experts de la product analytics, etc. Ok, super clair. Et peut-être revenir sur la préparation, parce qu'en fait, il y a une grosse partie de ça en tant que, enfin sur le salaire en tant que PM, c'est la préparation finalement. Euh, Est-ce que tu as des derniers conseils à nous partager là-dessus? Moi, de ce que j'avais noté, du coup, c'était vraiment lister les compétences clés pour mettre en avant les différentes expériences, pour vraiment être focus sur les compétences et pas le titre. C'était évidemment aussi en fait faire son boulot et sa recherche sur le marché, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est proposé, et du coup essayer de pouvoir un petit peu voir sa valeur marché et savoir se placer, et toujours centrer sur les résultats, sa performance si on est dans l'entreprise ou la performance passée, pour mettre en avant aussi ce qu'on a fait, ce qui a marché et les compétences qu'on peut avoir. Est-ce que j'ai oublié certains points? Non, 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 dans la préparation, c'est ça, tu l'as très bien résumé. Candidat, et de toute façon, candidate, c'est toujours prendre l'offre d'emploi, d'aller regarder les éléments clés, les mots-clés, les compétences, les trucs attendus, et d'essayer de faire le lien avec l'expérience pour être super impactant. Et ça, on déborde de la progression de salaire, mais en fait, les meilleures candidates que j'ai vues, moi, c'est celles et ceux qui sont arrivés en me disant, bah, vous avez listé ces 5 missions-là, moi, chacune des missions, je vais vous montrer ce que j'ai fait par le passé qui est lié à ça, les succès que j'ai eus, les métriques à succès que j'ai eu, ben tiens, vous parlez de faire ça. Ben moi, dans le passé, je bossais avec une équipe de 5 développeurs en continu. Je gérais en parallèle ça, ça et ça. Sur telle compétence, ben c'est ça. Dans tel contexte, j'ai fait ci. De façon plus arriver préparé, de manière générale, en entretien, plus il y a de chances d'y arriver. Et notamment sur la partie salaire, les données de marché, les compétences, etc. Et puis un petit type annexe, d'arriver avec des questions sur l'entreprise, la roadmap, potentiellement la personne qui vous interviewe, toujours arriver avec des questions en entretien. Là, on déborde un peu, mais moi, c'est le conseil le plus important. Vous arrivez préparé avec des questions. Ça maximise tellement vos chances de succès que c'est énorme. Trop bien. Et justement, ma dernière question, elle est sur toi qui est à la fois, enfin avec Figures, qui est à la fois, en fait, vous avez besoin des données des entreprises pour avoir toute cette information et pour pouvoir faire tous les dashboards que vous avez, et à la fois sur, du coup, enfin, pas vous accompagner, mais il y a l'expérience client, il y a les données des entreprises. Est-ce que toi, à l'inverse, tu vois du côté entreprise certains critères qui leur sont clés pour les métiers liés au product management? C'est-à-dire, dans le cadre du recrutement, la valorisation de ces choses-là, etc. Oui, quand tu as Ah, aidé les boîtes sur leur grille ou sur. bah, en fait, il y a quand même pas mal de gens qui valorisent beaucoup le contexte d'avoir fait du produit dans des contextes similaires, que ce soit les industries en côté PM, donc la compréhension des besoins. Et tu vois, nous aussi, on l'a vu, hein, quand tu prends quelqu'un en PM qui a connu des enjeux de HR tech et de HR, et donc parce qu'il y a le côté parler à des utilisateurs, comprendre leurs besoins, c'est vachement valorisé. Ou les spécificités liées aux typologies de boîtes, par exemple des gens qui ont déjà bossé en marketplace pour faire PM en marketplace, c'est super valorisé. Donc c'est ça à réfléchir et à garder en tête dans la construction de votre plan de carrière, dans la valorisation de vos expériences passées. C'est le domaine, plus que pour un dev en fait. Un dev en marketplace versus un dev en SaaS, Ouais, un dev dans telle industrie ou l'autre, moins. PM, c'est quand même des trucs qui sont vachement importants. ok, super clair. On a aussi une question sur la partie freelance. Je ne sais pas si toi, comme tu as la Non, donnée, ouais, c'est ça, c'est par les entreprises, toi, sur le freelance, tu pourrais pas. non, on n'a rien là-dessus. Parce qu'on bosse avec des DRH et la plupart des DRH ne veulent pas entendre parler de freelance. Ils veulent ça à la gestion du business et donc on n'a pas beaucoup de données sur le monde de freelance.
Ouais. Et est-ce que tu as un dernier point clé? Je vois qu'il est déjà 12h45. Est-ce que tu as un dernier point clé que tu veux nous partager sur cette thématique-là et comment aider toutes les personnes qui se posent des questions aujourd'hui pour se reconvertir ou ceux qui le sont déjà et qui souhaitent une augmentation? Bah, tu les as listés juste avant, c'est dommage. Préparation, 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 responsabiliser l'entreprise sur le fait qu'elles vous expliquent les choix, arriver avec des données, soyez factuels. Et dernier point, vous avez aucune raison de donner votre salaire actuel, encore une fois. Ça, c'est vraiment quelque chose à Je garder pense en que tête. c'est en effet un super motif. C'est certaines personnes qui l'avaient écrit dans le chat de ah bah ouais, moi on m'a posé la question encore il y a quelques jours et en effet on se rend pas compte. Il y a un point aussi où je pense en tant que candidat, c'est aussi la confiance en soi. C'est pas parce qu'on est candidat que c'est déséquilibré et je pense que ça aussi ça joue dans ce côté négociation, même si c'est pas forcément une négociation comme tu le disais, mais c'est avoir confiance en soi et avoir confiance en ses expériences. Et un autre point, et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce truc de, en fait, quand on postule à un boulot ou quand on postule à un poste en interne, le but, c'est pas d'avoir déjà forcément tout fait, c'est aussi de montrer à quel point on va apprendre vite, à quel point on est pertinent, à quel point on va progresser, à quel point on a envie, et donc d'avoir confiance en soi et juste de réussir, et juste, entre guillemets, de montrer cette motivation, cette envie, cette capacité à apprendre. Et en fait, évidemment, vous me voyez venir, je reviens à cet apprentissage en continu qui définit Maria et ses écoles, mais en fait, c'est aussi ça, moi je trouve, et tu vois, pour faire passer pas mal d'entretiens aussi pour Maria, c'est la capacité à apprendre et cette volonté d'apprendre, quoi. Complètement. Et complètement. De montrer, en fait, c'est le. Bon, on va s'arrêter là-dessus, hein, mais la définition de ce que les gens parlent du potentiel, c'est-à-dire quel Ouais. est le potentiel de quelqu'un. C'est un truc vachement vague que je déteste, mais une des manières d'évaluer un peu de manière factuelle le potentiel, c'est la capacité et l'envie d'apprendre. Donc, dès qu'on voit des gens qui se forment, qui tentent d'apprendre, qui tentent d'accumuler des compétences en tant qu'entreprise, c'est super rassurant en se disant, bah, la personne, elle vient, on sait qu'elle va avoir envie d'être meilleure, on sait qu'elle va avoir envie d'apprendre, et en tout cas, c'est vachement rassurant. Et peut-être qu'on va lui donner un salaire un peu plus haut que l'on pensait au début en ayant appris ça. Eh ben, écoute, merci Virginie, merci pour ton partage, merci aussi pour tout ce que tu fais avec Figures parce que moi je trouve que c'est vraiment un sujet qui est hyper important et de rendre cette thématique-là beaucoup moins opaque, ça nous permet en tant qu'individu aussi d'avoir plus de levier et plus de visibilité sur la valeur qu'on peut avoir et sur comment rééquilibrer, tu vois, ce truc de on nous pose une question en tant que candidat, on n'est pas obligé d'y répondre et on peut nous aussi aller challenger l'entreprise en disant mais en fait qu'est-ce qui vous intéresse dans cette information-là et ça je trouve que ça fait du bien et ça nous remobilise, enfin ça nous rebooste individuellement dans en fait on a du contrôle dans notre carrière, on a du contrôle dans ces recrutements ou dans ces points de salaire dans nos entreprises. Donc merci beaucoup Virgile, merci à vous tous, merci pour toutes vos questions. J'espère que ce webinaire, ce 1, 2, 3 Maestrix vous a plu. On a plein d'events qu'on partage encore toutes les semaines. On a des Maestrix, donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux. On vous enverra un mail récap aussi dans la journée ou demain ou plus tard. Et vous pourrez retrouver, si vous souhaitez, ce replay sur la chaîne YouTube. Et oui, on a une chaîne YouTube où on repartage nos replays. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner. Suivez-nous sur LinkedIn. Ajoutez Virgile pour avoir toutes les infos de Figures. Et puis, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et une bonne semaine de 4 jours. Et ça fait plaisir aussi. Merci encore Virgile, merci à Merci tous. tout le monde. Bonne journée, ciao. Au revoir.